we have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Now, a short time ago, the World Health Organization declared the outbreak an international public health emergency. It will be the worst day this year, but the worst day for many years. You have no right not to be vaccinated. You have no right not to wear a mask. You have no right to open up your business. The United States surpassing 5 million confirmed cases of COVID-19. Protests turned destructive in downtown Seattle. Violent protests erupted early this morning. Of another night of protests. When someone lit a Seattle police cruiser on fire. It is a man-made virus. But Facebook still doesn't want you to know that. So Facebook suppressed the video. Twitter suspended Dr. Yang's account entirely. The Chinese whistleblower doctor who told the world about the coronavirus in Wuhan has died. Et bien quand vous regardez son CV, vous vous dites ah bon, lui il est fou. Si lui il est fou, alors qui c'est qui a toute sa tête? Regardez ça. Ingénieur chimiste, pharmacien, professeur de chimie thérapeutique et pharmacocinétique, bref, plein de mots que je comprends pas. Professeur honoraire de je ne sais quoi. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est le CV que je cherchais. Je te remercie de me le tenir au chaud. Je le voulais celui-là et j'avais pas encore réussi à l'obtenir. Regardez ça. Plus de 400 publications dans les revues internationales, incluant des conférences et 15 brevets de médicaments entre 1994 et 2015. Et il a mis au point un traitement qui permet, sans aucun effet secondaire, de soigner les gens de Parkinson et Alzheimer. Bien évidemment, il y a eu un tollé, un lever de bouclier, parce que ça rapporte pas de sous au labo pharmaceutique. Donc voilà, c'est à ce genre de personnes qu'on a affaire, quoi. Et tu as un préfet comme ça, sorti du trou du cul de je ne sais où, qui décrète que le bonhomme est fou et qui, contre son gré, l'interne. Alors c'est inadmissible parce que du coup, il n'a pas de moyen de contester parce que ça a été pris sur décision d'un représentant de l'État. Or, il faut savoir qu'un représentant de l'État, en tout cas un dépositaire de l'autorité publique, selon l'article 432.4 du Code pénal que tu citais à très juste titre, Vincent, dans ta vidéo, qui dit que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Si l'acte attentatoire découle sur une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. Donc c'est à ça qui s'exposent ces criminels, qui donnent des ordres ou qui exécutent des actes qui atteignent directement à la liberté d'un individu. C'est inadmissible. Voilà où on en est. Entièrement d'accord. Je ne peux pas dire autre chose que oui, ce fameux 432-4, tant qu'il reste dans les tiroirs et qu'il n'y a pas vraiment de poursuite engagée et pour cause, ils sont protégés. Donc ils sont tranquilles. Par contre, dans un réel état de droit, le 432-4, c'est une arme redoutable. Avant de s'en prendre physiquement à quelqu'un, avant de mettre la main sur Kidam et de l'inquiéter, tu en sais quelque chose. On t'a perdu, je crois. Bon, voilà. Maintenant, cet article-là, je l'ai déjà comment dire, fait virevolter devant le nez de 2 gendarmes qui n'en avaient jamais entendu parler. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ah oui, évidemment. Tu le dis très souvent. Leurs droits ni leurs devoirs. Ouais. Donc du coup, ce qui est important de réaliser, c'est ça en fait, c'est que là, ils s'en sont pris à quelqu'un qui est d'une autorité plutôt publique. Donc du coup, on a l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la personne la plus, on va dire, renommée, on va dire, parce qu'ils s'en sont pas pris, par exemple, à Louis Fouché encore, ils s'en sont pas pris à Didier Raoult, mais ça viendra peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils s'en prendront ensuite à des gens comme vous, comme moi, qui ne ferment pas leur gueule et qui, au contraire, exposent ce qui a besoin d'être exposé. Et si aujourd'hui, on ne peut plus être libre d'exprimer ce qu'on pense ou bien de porter plainte si on estime qu'il y a matière, où va-t-on ?
on va clairement vers la dictature. Donc, c'est hors de question qu'on tolère ça, bien évidemment. Plaisir partagé, Panthère Libre. Et navré pour tes petits-enfants. Vas-y, Vincent. Pardon. J'arrive pas à lire, c'est trop petit pour Vas-y. moi les commentaires. Pardon si je ne rebondis pas dessus. S'il vous plaît. C'est à quel sujet, monsieur? Je rembobine. J'ai eu la même. Est-ce que ça s'entend, Vincent? Oui, très bien, oui. Très bien. Bonjour. Madame, est-ce que vous pourriez me passer le service de Nash, s'il vous plaît? C'est à quel sujet, monsieur? C'est au sujet du professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui est apparemment retenu contre son gré. Je souhaiterais lui parler, si possible. Alors, on peut pas passer d'appel dans le service à cette heure-ci. Il faudrait rappeler de même pendant les heures d'ouverture du secrétariat. Et vous aurez un peu plus d'informations certainement à ce moment-là. Est-ce que je peux parler éventuellement à un responsable? Parce qu'il serait retenu contre son gré. Donc, si effectivement il est retenu contre son gré, il n'y a pas de raison qu'il passe même un instant de plus chez vous. Écoutez, monsieur, je suis obligée de vous dire la même chose qu'à tout le monde. Il faut rappeler pendant les heures d'ouverture quand il y a du monde dans les bureaux et les personnes à même responsables. D'accord, mais est-ce que vous avez un dossier ouvert pour lui? Moi, j'ai pas accès. En fait, à l'accueil, au standard, je suis là juste pour recentraliser les appels en cas d'urgence, mais pour passer les appels des familles. Mais c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Et concernant cette personne-là, non, j'ai accès à rien du tout. Et ça, c'est pas normal, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est pas courant. C'est pas courant. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère qu'on réussira à mettre ça au clair au plus tôt demain, parce que c'est inadmissible. Hein. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Bonne soirée, monsieur. Merci, madame. Juste prenez soin de lui, s'il vous plaît. Juste assurez-vous qu'on prend soin de lui quand même. J'ose sûr que mes collègues font le nécessaire. Très bien. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Quelle est la plus grande qualité qu'un révolutionnaire doit posséder? L'amour. L'amour? Je vais vous dire une chose qui peut vous sembler ridicule. Un véritable révolutionnaire est guidé par l'amour. L'amour des hommes, l'amour de la justice, de la vérité. Il est impossible d'imaginer un véritable révolutionnaire dépourvu de cette qualité. C'est dans cette clinique bénédictine du Poitou que les 350 patients ont été recrutés. Atteints de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, ces personnes ont testé des patchs cutanés à base d'une hormone prétendument miracle. Des essais cliniques sauvages selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le professeur Henri Joyeux, vice-président de la structure à l'origine de ces essais, conteste ces graves accusations et défend l'intérêt de cette hormone proche de la mélatonine. Et cette hormone a incontestablement un intérêt extrêmement important pour l'avenir des traitements concernant les problèmes du sommeil, de l'Alzheimer, du Parkinson. L'ANSM est parfaitement au courant, ce n'est pas un essai clinique, je vous le répète, donc ça ne peut pas être un essai clinique sauvage.
pharmaceutique. Le professeur Henri Joyeux, radié en 2016 pour ses positions anti-vaccins, est un des dirigeants du fonds Josefa qui mène ces expérimentations. Un fonds aux accents mystiques, comme en témoigne son site internet. Des dons d'argent auraient été demandés aux patients pour suivre ce programme. La ministre de la Santé, interrogée hier soir sur France Inter, déplorait ce nouveau coup d'éclat du médecin montpelliérain. Effondré, horrifié, et il y aura des sanctions et des poursuites. La loi est très claire sur les essais cliniques en France, elle est remarquablement encadrée. Les Français qui rentrent dans un essai clinique ont toutes les informations nécessaires, la régulation est très stricte, et que des professionnels de santé, si on peut encore les appeler comme ça, se permettent de faire des essais cliniques sans la régulation nationale, je pense que c'est une faute lourde, une faute grave, et nous verrons quelles sanctions peuvent être prises. Un signalement du fonds Josefa avait été effectué fin 2018 pour dérive sectaire. La justice pourrait être saisie sur le volet financier du dossier notamment. Je suis le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qu'on a traité de charlatan, mais ça c'est pas un problème. Je voulais vous parler du scandale de l'aluminium. C'était il y a quelques jours dans les locaux de France 3. Jean-Bernard Fourtillon est venu dénoncer la présence d'aluminium dans les vaccins. Une position contraire à celle des autorités de santé pour celui qui reste au cœur de l'affaire, dite des essais cliniques de l'abbaye Sainte-Croix. En septembre dernier, l'agence du médicament révélait que plus de 400 personnes avaient fait l'objet de tests cliniques illégaux au sein d'une communauté religieuse près de Poitiers. Des malades de Parkinson et d'Alzheimer rassemblés pour expérimenter des patchs mis au point par le professeur Fourtillon. Plus de 2 mois après les faits, le pharmacologue poitevin s'exprime pour la première fois face à des journalistes. Donc, provient du tryptophane. On s'est réunis à 400, on a réuni notre fric, on a fait une collecte, et puis on a payé les patchs. On a dit que ce n'était pas un médicament, il y a écrit notre formicalieux, notre forticapitien, ce qui veut dire que ce n'était pas un médicament. On l'avait prévu, il y avait des lettres écrites, on peut tout vous montrer, on a tout expliqué. Tout est expliqué, je n'ai jamais eu peur, moi j'ai toujours dit toute la vérité. Le 13 novembre, rebondissement dans l'enquête. Le domicile de Jean-Bernard Fourtillon est perquisitionné. Et ce dernier, entendu sous le régime de la garde à vue à Poitiers, comme 4 autres protagonistes de l'affaire. J'ai eu 45 personnes qui sont venues, c'est la plus grosse opération de police judiciaire. Ils sont venus le 13 novembre. Et madame, la patronne, c'était une dame extraordinaire, madame Brigitte Jolivet, je l'ai dit d'ailleurs. Je me suis renseigné sur elle, elle est très appréciée dans le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'incorruptible, et j'ai eu une très bonne impression, et je peux vous dire qu'avec moi, elle me l'a dit, elle avait tout compris, et tous les juges, les cardinaux, ils n'en revenaient pas, parce qu'on m'avait fait passer pour un voleur, un voyou, et on avait réponse à toutes les questions, l'essai était tout à fait légal. Le fonds Josefa, la structure montée pour financer ces essais, est toujours au cœur de l'enquête. Selon le professeur Fourtillon, 15 millions d'euros auraient été mobilisés pour réaliser ces recherches et ces tests illégaux. Patrick Lecointre est ancien officier de marine. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson. Malgré les mises en garde de son neurologue, il décide en 2018 de faire partie des tout premiers volontaires à essayer les patchs du professeur Fourtillon. Dès que je mets un patch, au bout de 2-3 jours, terminé. Les fatigues terminées, le tonus revient, je peux travailler dans la journée, etc. C'est saisissant. Des patchs appliqués presque chaque jour pendant plus d'1 an sur les conseils du président du fonds Josefa, à l'origine de ces essais cliniques. L'argent ne devait pas compter. On faisait un don au fonds Josefa et ceux qui pouvaient payer plus pour ceux qui pouvaient payer moins. Il se trouve que je pouvais payer plus, j'ai payé plus. Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous avez versé? C'est un peu indiscret parce que j'ai versé beaucoup. Plusieurs milliers d'euros? Oui. Dans le cadre de ces essais, Patrick Lecointre confirme avoir séjourné à l'abbaye Sainte-Croix pour des prélèvements sanguins. Il a semblé le plus intelligent de rassembler tous les patients dans le même hébergement. Et les infirmières n'avaient plus qu'à
courir d'une chambre à l'autre pour faire des prises de sang. Et pourquoi on a choisi l'abbaye Sainte-Croix? Parce que c'est le moins cher. Tout simplement. À court de patchs, Patrick Lecointre explique regretter l'interdiction des essais. Le professeur Fourtillan venait tout juste de lui conseiller de s'appliquer encore plus de patchs par jour pour faire baisser les tremblements. Comment avez-vous eu connaissance de ce dossier-là qui nous amène vers vous aujourd'hui? Alors ça fait déjà quelques années, c'est-à-dire qu'en 2016, il y avait une lettre qu'avait écrite le professeur Joyeux où il parlait d'une découverte formidable qui avait été faite par le professeur Fourtillan de Poitiers, qui est un pharmacologue. Il indiquait qu'il avait découvert des modifications dans les hormones qui règlent le cycle veille-sommeil. Et que ça pouvait être à l'origine de l'atteinte des cellules nerveuses dans la maladie de Parkinson, mais aussi d'autres maladies, Alzheimer, etc. Et il finissait la lettre, qui était tournée sur un ton un peu humoristique, en disant « Mais rassurez-vous, chers patients, il y aura bientôt un traitement à disposition pour corriger ça ». Donc l'association France Parkinson m'avait transmis cette lettre pour avoir mon avis dessus, et j'avais fait une réponse à la lettre du professeur Joyeux en montrant que 80% de ce qui était écrit dedans était juste, mais qu'il y avait des points de causalité qui n'étaient pas prouvés et qui laissaient entendre que ce traitement allait être miraculeux pour les patients parkinsoniens, ce qui était très loin d'être démontré. Et je concluais même en disant que probablement, telle qu'était tournée la lettre, on allait voir dans les mois ou années à venir la proposition de traitement ou d'essais thérapeutiques avec ce traitement. Et puis ensuite, c'est fin 2018 où on a des informations de quelques patients qui nous signalent pouvoir participer à un essai thérapeutique à condition de faire un don à une fondation, le fonds Josepha, je crois, qui est le fonds que gère le professeur Fourtillan et le professeur Joyeux. Donc, je trouvais un peu étrange quand même de demander à des patients de payer pour participer à un essai. Et la vraie alerte, à mon niveau, est venue d'une collègue qui m'a envoyé des extraits d'un formulaire d'information que lui avait confié un patient, en lui faisant promettre de ne pas révéler son identité parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir participer à l'essai. Et du coup, on se disait, il y a un essai thérapeutique qui est en train de démarrer, avec des points qui nous semblaient assez critiquables. Entre autres, il était demandé aux patients d'arrêter tout traitement de maladie de Parkinson. Or, on sait que l'arrêt d'un traitement de maladie de Parkinson, s'il n'est pas fait progressivement, s'il n'est pas fait sous contrôle médical, peut être quelque chose de dangereux. Donc, dans la lettre, il disait, mais il faut absolument arrêter tout traitement. Il était conseillé aux patients de ne pas en parler à leur neurologue, surtout, etc. Donc là, ça nous a un petit peu inquiétés. Donc, j'ai demandé à l'association d'interroger la NSM pour savoir si l'essai était déclaré ou pas, et voir un petit peu ce qu'il en était de cet essai. Là, on a eu la surprise de voir que l'essai n'était pas déclaré. Donc, on a alerté la NSM en disant allez quand même voir de plus près ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'il y a un essai qui démarre ou qui est sur le point de l'être et qui ne suit pas les règles classiques des essais thérapeutiques. Et donc, par la suite, la NSM a fait un courrier au professeur Fourtillan qui a répondu. La réponse était manifestement pas suffisante et ils ont fait une enquête sur place et découvert qu'il y avait des patients qui se prêtaient à une recherche, il y avait des prélèvements, tout ça a été fait dans une abbaye en plus, qui n'est pas un site réglementaire pour faire de la recherche clinique, et avec un essai thérapeutique non autorisé par la NSM. Comment étaient recrutés les patients, des patients qui étaient en contact avec un médecin? Vous évoquez une collègue, c'était une collègue, un médecin traitant ou une spécialiste? Oui, c'était une neurologue et son patient lui avait probablement demandé conseil sur cet essai et lui avait montré le formulaire d'information. Donc je pense que les patients trouvaient l'information sur Internet essentiellement. Si vous allez sur le fonds Josepha, ça décrit le rationnel de cette étude, comment participer, comment faire un don. Et c'est par ce biais-là que les patients étaient recrutés pour cet essai. Après, je pense qu'il y a probablement des conférences aussi du professeur Joyeux, je crois qu'il donne régulièrement des conférences, et probablement qu'à cette occasion aussi, il pouvait intéresser des patients à ce type de traitement. Vous avez pu échanger avec des collègues sur ce sujet, peut-être avec le professeur Joyeux? Alors avec le professeur Joyeux, non, pas directement, et même après la réponse que j'avais faite, il n'y a pas eu de retour particulier de sa part. Non, c'est pas quelqu'un qui est un médecin praticien, il n'est pas dans nos réseaux de recherche clinique neurologique ou dans les réseaux de médecins prenant en charge des patients atteints de maladies neurologiques chroniques. Donc c'est quelque chose qui est complètement parallèle du système habituel. Et cette collègue qui a été alertée,
et qui vous a alerté. Et dans quelle région? Dans notre région? Alors, non, elle est en Normandie, mais elle m'a alerté parce que justement, j'avais fait la réponse au professeur Joyeux en 2016, donc elle savait que je m'étais intéressé au problème. Et puis bon, étant président du conseil scientifique de France Parkinson, elle voulait savoir si au niveau de l'association, on avait entendu des choses à propos de cet essai, si on était au courant et savoir ce qu'il en était. Donc on a, nous, un réseau de recherche clinique sur les maladies neurologiques. Et du coup, on avait fait circuler l'information dans notre réseau pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient, ce qu'il fallait faire. Et la bonne démarche était l'alerte de l'ANSM, puisque c'est eux qui régulent la recherche clinique dans notre pays. Quels sont les risques pour les patients qui se sont engagés dans cette... Alors, pour ce que je pense savoir, les produits qui sont administrés sont des hormones que le cerveau fabrique normalement. C'est administré en patch à des doses qui sont probablement pas trop dangereuses. À la fois, je n'ai pas vu de test de toxicité précise de fait comme on fait avec tout nouveau médicament. Mais a priori, je pense que ce n'est pas un traitement dangereux. Pour moi, le plus dangereux, c'est d'arrêter brutalement un traitement anti-parkinsonien de façon non contrôlée. Donc ça peut faire prendre un risque. Et puis, il y a la dangerosité de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est pas suffisamment solide sur le plan scientifique et méthodologique pour arriver à une conclusion correcte. Pour vous, il n'y a pas d'intérêt, même si les produits sont connus, d'intérêt scientifique à s'engager dans ce genre de... Peut-être qu'il y a un intérêt, mais on a besoin d'autres étapes dans la recherche pour savoir si c'est intéressant ou pas. C'est sûr que dans des maladies comme Parkinson, Alzheimer, les cycles veille-sommeil sont perturbés. C'est sûr qu'il y a des modifications dans ces hormones qui contrôlent ça. Les corriger, c'est peut-être intéressant, même juste pour corriger la qualité du sommeil chez ces patients. De là, penser que ça va freiner la maladie... où on sait que ces processus de mort neuronale sont compliqués. Ça fait 30, 50 ans qu'on essaie de trouver des médicaments, qu'on a pas mal de choses en recherche, mais c'est très difficile d'aller traiter des maladies neurodégénératives. Voilà, on a plusieurs essais en cours qui sont assez prometteurs. Donc là, c'était un peu étonnant que sur une idée très simple, on arrive aussi rapidement à un résultat spectaculaire sans aller vérifier sur des modèles expérimentaux que les hypothèses avancées étaient vérifiées ou pas. La démarche scientifique prend toujours du temps. Et puis après, une fois qu'on a suffisamment d'arguments avant de faire l'essai clinique, donc de bons arguments pour penser que ça va être utile et que le produit n'est pas dangereux, on rentre dans tout un processus très codifié de la recherche clinique, avec vérification de la toxicité, généralement qui est faite chez des volontaires qui n'ont pas de maladie, où on va faire des doses croissantes, et puis ensuite on fait les premiers essais chez l'humain avec maladie pour voir s'il y a ou non une efficacité. Mais tout ça se fait avec des règles précises, de statistiques pour savoir combien il faut de patients pour montrer que c'est efficace ou pas, etc. Puis après, il y a des études de confirmation. Donc globalement, un temps de développement d'un produit, c'est une dizaine d'années. Quel est votre sentiment général par rapport à ça? Là, c'est un peu avoir voulu profiter de la détresse de patients qui... On est dans des maladies chroniques, il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui. On a, dans le cas de la maladie de Parkinson, fort heureusement, des traitements symptomatiques qui sont très efficaces et qui permettent de contrôler la maladie un grand nombre d'années, mais on n'a pas de traitement qui guérisse. Et c'est vrai que dès lors que vous annoncez un traitement qui va guérir en quelques mois une maladie, vous donnez un espoir à des patients qui sont prêts à tout pour saisir cet espoir, quitte à ce que ce soit une proposition un peu magique, sans rationnel scientifique, et qui éventuellement leur coûte de l'argent. Ça vous a choqué? Oui, on était surtout inquiets de savoir que des patients pouvaient participer à une étude qui n'était pas selon les codes, le rationnel éthique, méthodologique et de sécurité des patients. C'est une première pour vous? C'est une exception? C'est malheureusement... Alors, sur un exemple d'essai thérapeutique, oui, parce que souvent l'essai thérapeutique, c'est quelque chose de codifié. Par contre, proposition de traitement un peu, entre guillemets, farfelu à des patients pour utiliser leur détresse et leur naïveté, oui, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement dans les maladies chroniques, et entre autres les maladies neurologiques chroniques. Il y a quelques années en Allemagne, dans une clinique très clean, impeccable, était proposé à des patients de faire des administrations de cellules souches. On sait aujourd'hui sur le plan scientifique que c'est une piste intéressante, mais il n'y a encore aucune démonstration d'efficacité scientifique de cette approche. On leur prenait entre 15 et 20 000 euros pour un traitement probablement non efficace. Qu'est-ce qu'on peut donner aux patients et aux familles comme conseil pour se prémunir, justement pour éviter de tomber dans des pièges? Parce qu'en vous écoutant, je vous laisse passer madame, je vous en prie. En vous écoutant, on a vraiment l'impression
voilà, que ces patients et ces familles, sûrement ceux qui les entourent en toute bonne foi, se sont dirigés vers des pièges ou des miroirs aux alouettes peut-être Oui, je pense que voilà, faut se méfier de tous les gens qui peuvent chercher, tirer profit de patients en détresse, en recherche de solutions que la médecine et la science actuelle ne proposent pas. Je pense que les choses raisonnables, c'est d'en parler à son médecin, son neurologue traitant pour les maladies neurologiques. Bon, c'est généralement quelqu'un qui prend un patient en charge dans son intérêt, parce que on entend toujours sortir des histoires de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut exister sur des cas particuliers, mais la majorité, fort heureusement, des médecins sont plutôt de bonne foi. Donc en parler à son médecin, à son spécialiste, en parler aux associations de patients. Les associations de patients, c'est des associations faites par des patients, pour les patients. Généralement, ils ont une information qu'ils font valider par un conseil scientifique. C'est le cas de l'association France Parkinson. Les informations sont à peu près fiables. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, un patient va pouvoir trouver plein d'informations. 80% sont probablement justes, mais il y a aussi des informations fausses, des informations avec des gens qui ont des intérêts derrière à séduire avec des traitements magiques des patients en recherche de solutions miracles qu'aujourd'hui la science ne propose pas. Vous avez évoqué 2 ou 3 fois même, je crois, Internet. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, se laisser attirer par... Oui, il y a toujours très vigilant sur l'information qui existe sur Internet. Il y a du très bien, il y a du plus farfelu, et c'est difficile, même pour un scientifique, de savoir quelles sont les informations valables ou pas. C'est très difficile de savoir si une information qui est présentée est scientifiquement valable. C'est tout un métier. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la science, et même pour la réponse, par exemple, au professeur Joyeux, il m'a fallu une demi-journée de travail pour argumenter, pour aller retrouver des éléments scientifiques démontrant que ces propos n'étaient pas suffisamment valides. Quelle suite vous attendez? Quelle suite vous espérez? Déjà, immédiatement, l'essai a été interrompu. Il y a une information pour les patients qui ont reçu les patchs de prendre contact avec leur médecin, avec leur neurologue pour vérifier qu'il n'y ait pas de toxicité. Et puis, il y aura certainement des suites judiciaires, puisque la loi interdit fort heureusement de faire un essai thérapeutique chez l'humain sans suivre toutes les règles qui sont très strictes pour assurer la sécurité du patient et puis pour que le patient participe avec une méthodologie qui fait que les résultats qu'on obtient de la recherche sont des résultats valides. My name is Dr. Lawrence Pilevsky. I'm a pediatrician licensed in New York State. I was born and raised in New York, and I graduated NYU School of Medicine in 1987 and did a pediatric residency at Mount Sinai Hospital in New York that ended in 1990. And for the last 30 years since 1990, I have worked predominantly in New York City hospitals, working in inpatient wards in pediatrics, neonatal intensive care units, pediatric intensive care units, pediatric emergency rooms, pediatric clinics, newborn nurseries, and newborn delivery room. And more recently, within the last 20 years, in a private practice where I was taking care of kids using a holistic and integrative perspective on caring for them. With us, what a virus is and how a virus actually works? Well, it's interesting because when we were taught in medical school about viruses and bacteria, we were taught that bacteria are live organisms and that viruses are actually not live organisms. They are inert, they're dead. And what that means is that a virus in and of itself can't make another virus. And so therefore, it has no ability to replicate. It has no ability to do anything unless it's incorporated into the genetic machinery of a living organism. That living organism can be an animal, it can be a plant, it could be bacteria, and it can be humans. So in and of itself, a virus cannot hurt you unless it's embedded in the genetic machinery and something turns it on to make more of it. And we walk around moment to moment, day to day, with viruses being turned on by outside forces, by our thoughts, by our foods, by the weather, by changes in the season, by emotions, by stressors, by chemicals that we're exposed to, toxins. Those viruses are signaled by an outside force to be turned on in our genetic material. The interesting thing about it is that the human body was practically born with more than 500,000 viruses already embedded in its genetic code.
So we in our society, in our culture, actually walk around believing that viruses aren't in our body until somebody who is sick gives them to us. And that's actually incorrect. What's even more interesting is that the body contains over 100 trillion bacteria, and viruses are capable of being embedded inside the bacteria as well. So when you have more than 500,000 of viruses coded within our genetics, and then you have over 100 trillion bacteria that are lining us, we have the potential to be more virus than we are human. And that's the problem, is that we're always considering that the only way to be exposed to a virus is for someone who's sick to give it to us. And we don't understand that viruses are constantly replicating inside our body, in our cells. They're constantly replicating in bacteria. We're constantly breathing in viruses through the air, and we're not sick, which means that viruses in and of themselves don't make us sick unless there are conditions within our body and conditions outside of our bodies that signal the turning on and the turning off of these viruses. There's got to be something different about this virus, and I think that there is. And the reason I think there's something different is because every one of the symptoms in a viral illness leads to an externalized expression of symptoms. Where something is being removed from the body, there's discharge of toxicity. This SARS-CoV-2 illness does not present with discharge. It does not present with classic externalization of symptoms. It presents with actually an internalization of symptoms. What we were seeing in people who were presenting with SARS-CoV-2 infection was hypoxia, loss of oxygen, organ system failure because of the loss of oxygen, difficulty breathing and coughing because of the loss of oxygen and the potential for increased clotting, loss of taste, loss of smell, neurological symptoms. And that doesn't sound like a viral illness. This doesn't present like a classic coronavirus illness. It certainly doesn't present like a classic respiratory illness. And it certainly doesn't present like any classic viral illness. And so if this is truly a virus, what kind of virus is it? Because this is not the way viruses classically behave in the human body. Même si vous entendez dans la presse, tous les mois ou tous les 2 mois, y compris avec un grand papier dans Nature disant que ça y est, on a le vaccin du paludisme, on a le vaccin du sida, c'est pas vrai. Il y a une première étude qui est faite, je veux bien vous expliquer d'ailleurs comment ça marche. Ça rappellera des choses à l'école. Ça marche comme ça. Une des manières qui marche, je ne veux pas être trop médisant, une des manières qui marche, c'est une grande industrie investit dans un vaccin. Il y a une annonce qui est faite qui dit qu'il y a 30% de protection pour une des plus grandes maladies du monde avec un marché extraordinaire. L'action prend 10 à 20% dans la semaine qui suit. Et il y a des gens qui savaient l'annonce un peu avant, qui ont acheté 100 000 actions, qui ont vendu 100 000 actions un mois après, qui ont fait un argent phénoménal. Et c'est entièrement invisible parce que, compte tenu de ce qu'est le nombre d'actions d'une industrie comme celle-là, personne ne le compte. Donc sur une simple déclaration, non confirmée 2 ans après par les autres travaux, quelqu'un est devenu millionnaire. Donc c'est compliqué, la science, et ne soyez pas trop naïfs sur la science, vraiment c'est complexe, c'est inséré au milieu d'un monde social compliqué dans lequel il y a de multiples paramètres. Mais en tout cas, pour l'instant, des vaccins pour lesquels on ait une preuve de concept qui soit fonctionnelle pour ces 3 grandes maladies, ça marche. Il nous a fallu des jours pour regarder la séquence et créer notre premier ARNM. Nous pensons que s'il y a une mutation, une grande mutation, nous pourrons trouver un autre système, une autre protéine, la mettre dans le même système, la tester et en faire un nouveau vaccin. Bien évidemment, nous espérons ne pas avoir à le faire, mais nous sommes prêts à le faire. Beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui pourraient s'inquiéter de la rapidité avec laquelle Moderna a atteint la phase finale. Que leur diriez-vous pour les rassurer sur la sécurité de votre vaccin?
Lorsque l'on mène ce genre de travail, ce qu'il faut faire, c'est suivre les recommandations qui ont été établies sur la base d'années, de décennies de développement de vaccins. Nous, Pfizer et tous les autres laboratoires qui font ce genre de travail, les grands laboratoires, ont tous suivi les bonnes pratiques et les cadres réglementaires en vigueur. C'est ce que nous pouvons faire. On peut le faire avec beaucoup de personnes, c'est ce que nous avons fait avec notre étude qui a impliqué 30 000 sujets et nous allons continuer. On peut également le faire une fois que le vaccin est disponible. Il suffit de se pencher de très près sur les résultats, voir comment le vaccin performe. C'est le meilleur à faire. Donc pour tout vaccin, pour tout médicament, on ne peut s'assurer de sa sécurité que sur la base des tests, des essais cliniques qui ont été faits. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous sommes allés vite, mais nous n'avons contourné aucune règle. Nous avons fait preuve de rigueur, d'encore plus de rigueur. En effet, comme nous sommes en pleine pandémie, il y a eu des centaines de pères Dieu qui ont observé ce programme, qui ont observé de très près. Nous avons collaboré avec l'Institut national de la santé, entre autres, aux États-Unis, différents conseillers scientifiques. Donc, le meilleur à faire, c'est travailler rapidement, mais avec la plus grande rigueur. Il faut le bon gène, donc le gène qui va permettre une action thérapeutique, ce qui implique de connaître bien et la biologie autour du rôle fonctionnel de ce gène, donc de la protéine qu'il produit, et de connaître la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie que l'on cherche à traiter. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, et encore aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur ce plan. À côté du gène, il faut un système de commande, c'est-à-dire qu'une entité gène d'acide désoxyribonucléique dans une cellule ne sert strictement à rien s'il n'y a pas à côté un autre petit fragment d'ADN qui va permettre que le gène soit, ce qu'on appelle en parole scientifique, transcrit en ARN messager. Vous savez qu'il y a le produit des gènes, l'ARN messager permettant ensuite de coder une protéine. Donc il faut l'unité de commande pour que de l'ADN naisse un ARN messager. Et il faut l'unité de commande adéquate, suffisamment puissante, mais pas trop puissante, spécifique, etc. etc. Troisième élément, il faut que ce matériel génétique puisse entrer dans la cellule. Or, le support chimique des gènes, c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est une substance chargée, une molécule chargée, complexe, qui ne pénètre pas spontanément dans les cellules. Donc il faut la faire entrer. Et la façon la plus commode aujourd'hui dont nous disposons pour faire entrer de l'ADN dans des cellules ou des matériels génétiques ou des acides nucléiques d'une manière large dans les cellules, c'est d'utiliser des virus qui naturellement ont été sélectionnés dans l'évolution pour être capables de pénétrer dans des cellules, infecter des cellules et se reproduire. Donc il existe une série de virus que nous pouvons utiliser de façon distincte, qui permettent effectivement de faire entrer du matériel génétique, et même, pour certains d'entre eux, ce qui est à la fois intéressant et dangereux, de permettre que le matériel génétique s'incorpore dans le génome de la cellule, par ce qu'on appelle un événement de recombinaison. Ceci est très intéressant parce qu'une fois que ce matériel génétique est incorporé dans le matériel génétique de la cellule, il peut être reproduit lorsque la cellule se divise. Autrement dit, l'effet thérapeutique potentiel va persister dans un système à reproduction rapide des cellules, ou même lent des cellules, dans les cellules filles, et permettre une action thérapeutique durable. Il y a d'autres types de virus qui permettent simplement de persister dans la cellule et avoir un effet durable. Donc il faut un gène, un système de commande, un système de transport, et il faut cibler la bonne cellule. Et tout ceci de façon convenable sur le plan quantitatif, c'est-à-dire obtenir une expression de la protéine en quantité suffisante pour avoir un effet thérapeutique, mais pas trop pour être toxique, ne pas entraîner d'effets secondaires de modification du génome qui perturbent le fonctionnement des cellules, et ceci est un vrai problème, et il faut l'obtenir de manière que le temps pendant lequel nous cherchons à avoir une action thérapeutique, qui peut être toute la vie, si on cherche à corriger une maladie héréditaire et éviter de recommencer des traitements, soit suffisamment long, donc un effet soit durable, ou à l'inverse, peut-être pour traiter un cancer, avoir un effet très court. Donc autrement dit, l'affaire est réellement compliquée et explique que probablement les échecs se sont multipliés et les difficultés ont été très largement sous-estimées pendant des dizaines d'années. Néanmoins, aujourd'hui, avec les progrès d'un certain nombre de travaux, des premiers résultats tangibles ont été obtenus. Une question. Qui de vous est pour les vaccinations? Levez la main. Alors, vous êtes idiot. On ne peut pas être pour les vaccins, ni contre. Ça, c'est un point de vue entièrement idéologique, c'est pas un point de vue scientifique. Vous pouvez être pour ce vaccin à ce moment, dans cette période de votre vie, vous n'êtes pas pour les vaccins en général, c'est idiot. D'ailleurs, les vaccins qu'on vous fait tous, qu'on va tous vous faire à l'hôpital, sont tous idiots. Il n'y a pas de raison de vous faire ni le diphtérie, ni le tétanos, ni la polio, ni pour ceux qui iront dans les labs, parce qu'il n'y en a pas en France,
ni pour ceux qui travailleront dans les laboratoires comme chez moi, on les force à faire la vaccination contre la typhoïde, ce qui est complètement idiot, ni le BCG, ni le seul qui soit utile dans ce qu'on vous fait, c'est l'hépatite B. Mais en revanche, on ne vous fait pas, alors qu'on a eu une épidémie incroyable il y a 2 ans, la rougeole, on ne vous fait pas la vaccination contre la grippe de manière obligatoire, alors que vous présentez un risque pour vous et pour les malades que vous soignerez. C'est-à-dire que dans les vaccins qu'on est capable de vous proposer maintenant, il y en a qui sont adaptés à votre situation personnelle et à votre situation professionnelle, d'autres non. Et donc ceux, il ne faut pas être pour les vaccins qui ne servent à rien, vous êtes idiot, enfin, vous ne pouvez pas être pour. C'est idiot. Donc il y a des vaccins qui marchent dans une situation donnée, dans des circonstances données, et ça c'est utile, et chacun de nous doit faire la balance, pour nous, pour notre entourage, de ce qui est utile et ce qui est inutile. D'accord ? Sinon vous êtes en plein dans une position idéologique. Vous avez vu que ça n'a pas été long à débusquer. Hein. C'est du scientisme, ça, pour les vaccins. Ça ne peut pas être pour être contre, c'est la bêtise. C'est idiot l'un comme l'autre. Il faut dire, mais attendez, de quoi vous me parlez? C'est comme quelqu'un dit, est-ce que tu es d'accord pour me rendre service? Je dis jamais oui, hein. Je dis, attends, dis-moi de quel service il s'agit, puis après je te dirai si je suis pour ou contre. Je ne peux pas savoir en général. Mais moi non plus, enfin, j'imagine que vous ne faites pas. Et puis, un autre problème, qui n'est pas le problème moindre, surtout quand on est français, c'est aussi faire accepter ce vaccin, parce que vous n'êtes pas sans percevoir qu'il, depuis toujours dans ce pays, il y a quelques fous, moi je dis les choses telles que je pense, ou plus ou moins même peut-être criminels, qui s'amusent à essayer de dissuader les gens de se vacciner. Donc c'est peut-être l'occasion aussi, on en reparlera plus tard, d'une réflexion et d'une campagne très sévère dans ce domaine-là, sinon nous ne sortirons pas collectivement. Dernier point, je vais finir sur cette première audition, c'est plutôt sur une réflexion de la part du professeur Fischer sur la relation dont on aura reparlé entre la recherche et la société. Il a trouvé que, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup trop d'expressions médiatisées qui, la plupart du temps, étaient relativement hors de propos. On n'a cité personne, mais on pense à beaucoup de monde forcément. Il y a pour lui une triple responsabilité, celle des scientifiques qui doivent être totalement responsables de leurs propos et avoir peut-être aussi des moyens de contrôle. Une responsabilité des médias, une responsabilité des politiques. La prudence des discours et des annonces doit être la première règle et il aimerait insister sur les effets délétères, sur la perception des patients quant au traitement. On a vraiment vu une manque de rigueur tragique, valable aussi bien pour les traitements comme pour les vaccins. S'il doit être lancé un vrai sujet de réflexion, avec peut-être la réflexion d'une charte des scientifiques et des médecins sur la communication, uniquement sur des propos qui ont été scientifiquement validés. On a beaucoup disserté là autour, mais je vous passe cette dissertation. Ensuite, placer tous ces pays, pour vous dire la vérité, pour des choses comme je pense, ça remonte un peu le niveau des interlocuteurs scientifiques, là, qui pour l'instant est assez moyen. Bon, voilà, donc ça c'est pour le professeur Alain Fischer que vous estimez beaucoup. Ça c'est le travail d'un collègue marseillais, Éric Vivier, qui est un immunologiste connu de Marseille. C'est un très joli travail qui montre qu'on peut faire de la très bonne science à Marseille. Voilà. Donc spécifiquement sur la question de l'hydroxychloroquine. Un sujet fort médiatique, malheureusement, ces jours-ci en France, et encore hier, puisque le président Macron est allé rendre visite aux médecins qui promeut l'utilisation de l'hydroxychloroquine, mais aussi aux États-Unis, puisque Trump en parle presque tous les jours. Moins dans d'autres pays, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un effet lié aux hommes, à vrai dire, et à leur capacité d'intervention médiatique, qui est loin d'être négligeable. Donc, de quoi il s'agit? Donc, je rappelle, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament très connu, qui est donné depuis des années et des années, 70 ans, essentiellement d'abord pour traiter le paludisme. Moins aujourd'hui, parce que le parasite est relativement résistant, mais aussi certaines maladies chroniques immunes inflammatoires. Donc, Raoult a repéré qu'il y avait eu il était connu par ailleurs, excusez-moi, il y a quelques publications des années passées que cette chloroquine, dont on sait qu'elle agit, je ne vais pas entrer dans les détails, d'une certaine façon, sur l'entrée de molécules dans des cellules, avait un effet in vitro pour bloquer la réplication de virus, notamment du cousin de l'actuel SARS-2, du numéro 1 SARS-1. Donc, je crois que ce sont des Chinois les premiers qui ont regardé in vitro au laboratoire si l'hydroxychloroquine faisait la même chose pour le SARS-2, et c'est le cas. Donc, à partir de là, les Chinois apparemment ont commencé à utiliser ce médicament qui est connu depuis très longtemps et relativement bien toléré. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il faut toujours se poser la question des risques. Il y a les avantages, les bénéfices et les risques. On pose en permanence sur l'analyse bénéfice-risque dans la pratique médicale et dans la recherche. Donc, ce médicament est relativement bien toléré. Donc, il y a eu
vraiment une publication, un exposé de médecins chinois en février, j'ai oublié quand, disant que ce médicament aurait peut-être une efficacité. Donc Raoult, il a vu ça, il a mis en place un essai thérapeutique où 20 malades ont reçu de la chloroquine, et au bout de 6 jours, et qu'il a publié, qui a fait beaucoup de bruit, publié, ça veut dire que c'est une publication scientifique, donc qui est accessible et en principe a été analysée par des experts. Et donc, il a montré que les patients qui avaient reçu l'hydroxychloroquine, au bout de 6 jours, il n'y en avait plus que 12% qui étaient encore porteurs du virus, alors que les malades qui n'avaient pas reçu l'hydroxychloroquine, il y en avait 70%. Une différence hautement significative qui était accentuée par la co-utilisation d'un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Donc, a priori, c'est un résultat très spectaculaire et sur lequel on pourrait conclure, ben voilà, chez les malades, l'hydroxychloroquine fait baisser la quantité de virus, donc c'est un bon médicament. Le problème, c'est que si on analyse son essai clinique, il est plein de biais, ça va être trop long et trop technique, et c'est une étude où il n'y a pas eu de tirage au sort. Il a fait un groupe contrôle, mais il n'a pas été tiré au sort. Alors, le groupe contrôle est constitué de patients, soit qui avaient des contre-indications pour entrer dans l'essai, soit qui voulaient pas entrer dans la chloroquine, soit qui venaient d'ailleurs. Enfin, donc les groupes sont pas comparables. Encore, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Pour analyser l'éventuelle efficacité d'un médicament, il faut que les deux groupes qui reçoivent le médicament et ceux qui ne le reçoivent pas soient les mêmes, les mêmes caractéristiques. Sinon, on ne peut rien comparer. On compare les poireaux et les carottes. Ceci représente plutôt une perte de temps, puisque l'hydroxychloroquine reste une molécule qui mérite d'être testée, c'est évident, comme les autres. Les essais sont en cours, je le répète, mais on n'a pas les réponses aujourd'hui. Donc hier, si je comprends bien, il a annoncé, mais je n'ai pas encore vu de données, qu'il a maintenant des données sur 1000 malades, il n'y en a que 5, je crois, qui seraient allés en réanimation. Et à nouveau, malheureusement, ces études non contrôlées ne permettent pas de conclure parce que, c'est le même raisonnement que tout à l'heure pour les 80 malades, compte tenu du fait que la grande majorité des patients spontanément vont guérir, pour pouvoir démontrer une efficacité, il faut comparer. Il n'y a pas eu de comparaison. C'est regrettable et l'argumentation de Raoult de dire oui, mais on peut pas faire autrement parce que dans l'urgence, il faut bien traiter, on n'a pas le choix. Je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est pas vrai. On a le choix, on peut adapter et faire vite des essais thérapeutiques, encore une fois, ce que d'autres sont en train de faire. On a perdu un peu de temps parce que Raoult a eu une bonne idée et une intuition qui était intéressante, c'est de traiter très tôt avec l'hydroxychloroquine. Il aurait fait ses premiers essais de façon conforme aux essais thérapeutiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, contrôlé, tirage au sort, etc., etc. On n'en saurait plus aujourd'hui. On a perdu du temps. Et maintenant, cette affaire a pris une ampleur médiatique qui rend les choses encore plus compliquées, je vais vous le dire dans un instant. D'autre part, il y a la question des effets indésirables. Donc, si on traite beaucoup de monde, est-ce qu'on va pas voir apparaître des effets indésirables? Alors, a priori, la réponse est plutôt non, parce qu'on sait que c'est un médicament qui est utilisé depuis très longtemps et qui est plutôt bien toléré. Sauf que là, il y a des données qui sortent que les complications cardiaques étaient connues de cette maladie de traitement, sont peut-être un peu plus fréquentes. Alors, il y a un souci, c'est que je vous l'ai dit au début, une catégorie de malades qui est particulièrement à risque de faire une forme grave de la maladie, c'est des gens qui ont une maladie cardiovasculaire, qui ont déjà fait un infarctus, qui ont on appelle des troubles du rythme cardiaque, quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes âgées. C'est ceux-là qui sont à risque d'avoir une complication du traitement. Donc, paradoxalement, on pourrait se retrouver finalement, même si le traitement est efficace, et encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas s'il l'est, mais avec des malades qui développent des complications graves, y compris mortelles, liées aux médicaments. Donc, il faut faire attention. Il y a un principe traditionnel en médecine qui vaut ce qu'il vaut, en latin dit primum non nocere, mais qui a une certaine valeur, en tous les cas, rappel à la prudence, qui est le primum non nocere, c'est-à-dire la première notion en médecine, c'est d'abord de ne pas nuire aux malades. Donc, ma question, c'est que c'est pas tout à fait sûr qu'on ne nuise pas. Donc, c'est une raison aussi de privilégier absolument la réalisation d'un essai thérapeutique. Il peut y avoir des effets dans un contexte d'une maladie donnée, des effets indésirables qu'on n'observe pas dans d'autres conditions. Pas exclu que sur le plan cardiaque, ça soit le cas, même si on ne sait pas encore tout à fait bien, mais là, il y a plusieurs dizaines d'alertes auprès de l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui sont remontées en France. Et un dernier point qui pose problème, c'est qu'il y a des malades qui ont besoin de ce médicament parce qu'ils le reçoivent pour traiter une maladie chronique. Ces derniers jours, on s'est retrouvé à une situation où ces malades allaient à leur pharmacie pour avoir le renouvellement de leur ordonnance et ils n'avaient pas de médicament parce qu'il avait été pris pour traiter de façon non contrôlée, pas très sérieuse, le Covid-19. En vrai, ça génère toute une série de problèmes très pratiques, éthiques, en plus du fait que cela freine la connaissance, donc le progrès scientifique au bénéfice des malades. Donc, je pense que ce petit développement répond à la question qui m'avait été posée tout à l'heure. Je peux faire une petite pause là. Voilà une forme de la nature bienveillante en santé, où avec des tas de produits naturels, on est en très bonne santé. Et donc ce concept s'est bien répandu dans une fraction de la population, évidemment. Il ne faut pas généraliser, il faut relativiser. Mais on peut concevoir l'idée que
la naissance doit être naturelle, l'alimentation doit être naturelle, voire régressive. Par régressive, je veux dire par exemple ne pas manger de gluten. Pourquoi régressive? Parce qu'on mange du gluten depuis 10 000 ans, depuis que l'agriculture s'est développée et qu'on a cultivé des céréales. Mais avant, les gens mangeaient peu ou pas de gluten. Donc c'est presque une régression d'à moins 10 000 ans à vouloir manger de gluten, ce qui évidemment n'a aucun intérêt, sauf pour les patients réellement intolérants au gluten, ce qui sont en tout petit nombre. C'est utiliser des produits naturels pour se traiter, c'est concevoir que l'immunité, elle est d'ordre naturel. Et ceci s'oppose assez radicalement à la chimie. Évidemment, donc derrière la chimie, il y a des médicaments, mais pas que. Et aussi aux avancées de la génétique et des manipulations, pour prendre un terme à dessein péjoratif, autour de la génétique. Donc, qui s'accompagne, de mon point de vue, d'une certaine perte du sens de la notion de progrès. Mais à vrai dire, le problème, c'est que la nature n'est pas toujours bienveillante. Juste quelques petites illustrations. Par exemple, cette malheureuse mouche, qui est joliment observée en microscopie électronique, est décédée parce qu'elle a été infectée par un champignon. Vous voyez les petits filaments tout autour. Donc cette mouche, si elle avait une raison de penser, ne trouverait pas la nature bienveillante. Et de façon plus dramatique et moins humoristique, vous avez ici l'image d'un enfant, je suis désolé pour l'image un peu dure, mais de temps en temps il faut frapper les esprits, qui est en situation de réanimation en raison d'une méningite bactérienne extrêmement grave par une bactérie qui peut être prévenue par la vaccination. Donc la nature n'est pas toujours bienveillante, et après tout les progrès de la santé montrent qu'on peut agir dessus, et rejeter cette idée et concevoir que la nature par essence est parfaite, ou quasiment parfaite, c'est une forme de retour à un darwinisme biologique ne prenant pas en compte la vision sociale, enfin, la vision d'une société. Et évidemment, je ne pense pas qu'on puisse se mettre dans ce cas de considérer que l'homme doit vivre purement dans une sélection des plus forts. Je pense que ça rappelle des choses assez désagréables et que je pense que du darwinisme biologique, on glisse très vite à un darwinisme social encore moins acceptable. Mais bon, les fake news sont utilisés pour défendre cette vision et avec un certain succès. Je pense qu'il faut se poser des questions. Pourquoi ce succès? D'autre part, malheureusement, il y a une fraction du monde de la santé, et des médecins en particulier, les enquêtes d'opinion à nouveau le montrent très largement, de l'ordre de 10 à 15%, qui ne défendent pas la vaccination, ce qui est juste incroyable. Mais donc, du coup, on exerce un effet délétère, puisque par définition, le médecin généraliste a une influence importante auprès des patients. Essentiel, même, ouais. Essentiel. Et vous avez ajouté la médecine scolaire. Malheureusement, le délitement progressif dans ce pays de la médecine scolaire, qui est un lieu... un acteur très important de l'éducation sanitaire, la vaccination, mais pas que la vaccination. Le délitement donc, du corps de la médecine scolaire aussi joue un rôle défavorable, puisqu'elle fait perdre une source d'information, d'explication auprès des jeunes. Les fameux OGM, on n'ose à peine plus en parler, les organismes génétiquement modifiés, même si on peut discuter beaucoup de leurs applications, promues par Monsanto et quelques autres, mais il y a aussi au moins un OGM d'intérêt qui s'appelle le riz doré, le golden rice, qui contient la vitamine A, qui est maintenant développé au Bangladesh, mais après une lutte et des résistances farouches contre le développement de ce riz. On pourrait encore citer, c'est un sujet difficile, mais à mon avis qu'on ne peut pas rejeter comme cela, comme c'est fait par certains, la modification génétique d'insectes pour lutter contre la dissémination d'infections liées aux moustiques, paludisme, Zika et d'autres. On pourrait encore citer la dangerosité alléguée des ondes émises par les antennes de téléphone mobile, en tout cas jusqu'au 4G, il y a encore un tout petit doute pour le 5G, on verra. Les nanotechnologies, même l'intelligence artificielle. Et il y a toutes ces innovations, qui ont un intérêt variable, c'est pas le point ici, mais sont ressenties comme autant d'agressions contre la nature, et en fait, il est allégué qu'elles sont toutes développées, même si c'est pas toujours faux, uniquement pour des raisons de profit. Donc voilà, je pense que c'était une espèce de longue introduction pour situer ma vision du contexte des fake news affectant gravement le domaine de la santé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les infections prévenues par les vaccinations, on espérait dans les années 80-90, pour un certain nombre d'entre elles, qu'elles seraient éradiquées dans le XXe siècle. Ben, c'est pas vrai. Ça reflambe. On a eu la plus grande épidémie de rougeole depuis 30 ans en France, ici. Actuellement, la polio est en train de reflamber dans une partie du Congo et en Inde. Et maintenant, là aussi, idéologiquement, donc c'est pas la même idéologie que vous, c'est l'idéologie adverse, ceux qui détestent les vaccins, maintenant on tue ou on arrête les gens qui viennent vacciner les gens, compte tenu du fait qu'ils sont vecteurs de quelque chose qui est une idéologie. Vous voyez, donc c'est une connerie. Si on idéologise la vaccination,
en face, on se retrouve face à une autre idéologie, plutôt qu'à quelque chose qui est pragmatique, et de dire, écoutez, ça c'est utile ici et maintenant, on le fait ici et maintenant, bon, si demain on peut vous entendre. Donc il faut faire attention de ne pas idéologiser la science, parce que sinon on se retrouve face à des idéologies plutôt qu'à des réflexions scientifiques. Promouvoir la vaccination à l'école, il y a le double intérêt d'éveiller les enfants sur l'importance de la vaccination, et puis de les vacciner directement. Et puis, un point qui a été assez central, c'est pour les vaccins des nourrissons, passer d'une obligation de 3 vaccins aux 11 vaccins qui a été recommandé. C'est-à-dire que la plupart des enfants avaient déjà ces vaccins, mais on a vu tout à l'heure, par exemple, pour la rougeole, que ce n'était pas suffisant. Que tous ces vaccins soient obligatoires, à nouveau fondés sur ce principe de protection collective, et en plus en se disant que, même si ça peut paraître contre-intuitif, mais que cette obligation était un signal d'alerte à l'égard de la population sur l'importance de ces vaccins. Un peu comme le jour où il a été décidé de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité en voiture. C'était un peu attaqué, même beaucoup à l'époque. Mais enfin, c'était une alerte sur l'importance de cette protection des personnes. C'est un peu le même principe. Avec la disparition des médecins scolaires, ont disparu également les infirmières scolaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est reprendre le mouvement dans l'autre sens, mais ça prendra du temps. Et pour aller plus vite, on pourrait agir plus vite, même en l'absence de médecins scolaires, parce que les infirmiers, beaucoup d'infirmiers, centaines de milliers en France, sont prêts à vacciner. Il suffit de leur donner l'autorisation et qu'ensuite les écoles, les collèges, les lycées contractualisent avec les infirmiers qui vont à l'école. Donc c'est faisable. Il faut une volonté politique. Moi j'ai participé à des réunions où étaient présents à la fois la direction de la santé, le ministère de la Santé et la direction des affaires scolaires du ministère de l'Éducation nationale. Le problème, c'est que la direction des affaires scolaires, ils sont vent debout contre parce qu'ils ont peur des réactions des parents. Et c'est dramatique, parce que c'est vraiment, je partage votre point de vue, l'école est centrale dans cette affaire, pas que pour la vaccination, parce que quand on vaccine et qu'on parle de vaccination, on peut aussi parler d'autres sujets très importants en termes d'hygiène et de santé. C'est pas que la vaccination. Et encore une fois, les pays où ça fonctionne, et globalement la santé publique est de meilleure qualité qu'en France, sont les pays où on vaccine à l'école. Je pense que c'est une action majeure, mais là il y a un blocage politique aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc si vous avez des leviers d'action, allez-y. Question numéro 3 qui est posée d'ailleurs sous d'autres angles par d'autres rapporteurs, députés ou sénateurs, et parce qu'elle est centrale, ce sont les questions que nous nous posons, c'est la confiance, la transparence, comment faire en sorte que nos concitoyens se donnent les moyens, acquièrent les connaissances et la réflexion qui leur permettent, je dirais avec un libre arbitre raisonné, de prendre une décision que l'on espère d'aller dans le sens de la vaccination, donc d'exercer pleinement leur responsabilité de citoyen. Donc comment mettre en œuvre cette noble mission? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, parce que si j'avais la réponse aujourd'hui, c'est qu'on aurait fini notre travail pratiquement. Évidemment, il y a quelques idées que j'avais déjà évoquées lorsqu'on s'était rencontrés, et d'autres personnes vous l'évoqueront bien évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que ça passera forcément par de très nombreux messages dont les émetteurs, je crois que j'avais déjà utilisé ce terme, ne sont pas univoques, sont nombreux, sauf qu'il faut les coordonner, et qui vont cibler des parties distinctes parmi nos concitoyens, sachant qu'à mon avis, le premier groupe de nos concitoyens qui doivent recevoir des messages et ensuite porter des messages, donc il y a un travail d'appropriation et ensuite de leur réflexion, ce sont les professionnels de santé eux-mêmes. D'abord parce qu'ils vont se vacciner, ils sont quand même ils sont pas dans la première priorité, mais ils apparaissent dans les deuxième et troisième priorités, et que ce sont eux qui vont porter la parole auprès des autres concitoyens. J'essaie de m'attacher à garder ce terme qui est juste, en termes ce sont eux qui vont être les vecteurs d'explication. On sait très bien que nos concitoyens ont en premier lieu confiance dans les médecins, éventuellement dans leurs pharmaciens, dans des infirmiers qu'ils connaissent. Donc, ils sont vraiment de mon point de vue. Après, pour l'instant, je parle à titre personnel, puisque le Conseil ne s'est pas réuni, il n'existe pas encore. Mais je suis assez convaincu qu'il y en a une position voisine. Et ce sont eux qui seront les vecteurs d'une information de qualité. Donc, dans un premier temps, il faut les aider à acquérir cette information de qualité, et dans un second temps, il faut les aider à ce qu'ils puissent porter des messages auprès des différents groupes de la population, de nos concitoyens. Bien évidemment, ils ne seront pas les seuls. C'est pour ça que je pense qu'il y a d'autres émetteurs. Je pense que le rôle de la société civile, dans toutes les personnes qui se sentent concernées par les questions de santé et de vaccination,
en premier lieu toute une série d'associations de patients atteints de maladies chroniques qui seront évidemment vaccinés en premier. Et donc, on peut penser qu'ils seront aussi, d'une certaine façon, les ambassadeurs de la vaccination à travers leur propre expérience. Donc, je serais plutôt enclin à favoriser, autant qu'on faire se peut, une communication que je qualifierais, entre guillemets, c'est une image d'horizontale, aux dépens, même s'il la faut aussi, d'une communication verticale émanant des autorités de santé au plus haut niveau de l'État, même s'il la faut aussi, bien évidemment, ne serait-ce que pour situer le cadre général. Mais je pense qu'il va falloir essayer d'intégrer tout ça, que c'est un énorme travail qui requiert une réflexion aussi avec les professionnels de la communication. C'est un travail qu'il faut commencer dès maintenant, même si pour la plupart de nos concitoyens, ils seront vaccinés seulement dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire un peu plus tard. Mais ce qui nous donne un petit peu de temps, mais pas énormément pour élaborer cette réflexion et ces outils. Voilà. Je passe aux questions de Madame Lassarade. La première question concernant, là, il y avait un petit aspect sur les enfants avant d'arriver au Covid, juste pour dire que vous évoquez, et j'espère avec tout à fait raison aujourd'hui, qu'il n'y a pas trop de problème pour ça. Parce qu'il y a une nature un peu dictatoriale chez Delfrécy, qui est le fond de son âme. Il n'est pas là pour se défendre. Laissons le professeur Delfrécy. Avec ses allures de gentil garçon. Il y a 4 ans, et la décision de la ministre de la Santé en 2018 de rendre obligatoire les vaccins chez les jeunes enfants a porté ses fruits, parce que les données les plus récentes, qui datent d'il y a quelques semaines de Santé publique France, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux de vaccination des enfants de moins de 2 ans qui sont ceux attendus, quasiment à 95%. C'est pas encore parfait pour la rougeole, mais c'est très proche. Donc, globalement, cette affaire a fonctionné. Donc c'est un résultat positif. On parle beaucoup plus des échecs que des succès. Je pense qu'il faut mentionner que c'est un succès et que ça n'allait pas de soi, malheureusement. Voilà. Alors, je viens à votre question principale qui concerne la notion de rapidité, qui suscite des réactions totalement contradictoires. Souligner d'un côté le fait que cette rapidité est le fruit d'un travail de recherche et de développement industriel absolument unique qui s'est passé au cours de l'année 2020, dont on ne connaît pas de précédent dans le domaine de la santé, et en même temps des craintes. Est-ce que toute cette affaire qui va si vite ne va-t-elle justement pas trop vite, et donc ne va-t-elle pas conduire à prendre des risques qui seraient largement excessifs, et donc dans un climat de méfiance. Je pense qu'il faut répéter, et ça fera d'ailleurs partie de la communication, qu'il faudra voir de quelle manière, répéter que cette rapidité n'est pas associée avec une rapidité ou ou un effritement des règles qui font que ces vaccins sont reconnus comme des produits qui puissent être administrés à tout un chacun. Autrement dit, les autorités réglementaires européennes et françaises, elles font leur travail selon les mêmes critères, je pense, j'en suis persuadé, la même rigueur qu'elles le font à l'égard d'autres vaccins ou d'autres médicaments. Et je pense que les autorisations, pour l'instant, le vaccin Pfizer vient recevoir l'autorisation en Grande-Bretagne et au Canada, ne l'a pas encore en Europe. Probablement, on peut préjuger que cette autorisation pourrait venir dans les jours ou les toutes prochaines semaines. Ensuite va venir le vaccin Moderna. On va voir quelles sont les règles autour de cette autorisation, de quel type est cette autorisation, qui sont les personnes autorisées à être vaccinées, quelles sont les conditions de vaccination. Donc, je pense que tout ceci est regardé très sérieusement. Il faut arriver à convaincre nos concitoyens que c'est bien le cas et qu'on n'a pas facilité ou accéléré les processus de certification. Ce n'est pas le cas. J'en suis absolument convaincu. La rapidité, elle est liée au fait qu'il y a eu beaucoup d'équipes de recherche qui se sont lancées sur le vaccin après avoir le fait que le virus lui-même ait été identifié et sa séquence génétique connue très très vite, et que par ailleurs les technologies qui ont été élaborées notamment à l'occasion des développements de vaccins contre Ebola dans les dernières années sont aujourd'hui utilisables, ou d'ailleurs ont déjà été utilisées. C'est le cas pour Ebola avec les vecteurs adénoviraux, le vaccin de type AstraZeneca, de la compagnie AstraZeneca, et c'est même le cas pour les vaccins ARN dont on parle beaucoup et qui font l'objet d'inquiétudes. Mais il faut savoir que des vaccins ARN ont déjà été utilisés depuis plusieurs années dans le traitement de cancer, même si la conception générale est un peu différente, mais en termes de matériel reçu par les patients, c'est de la même nature, et sans qu'il y ait
été observé d'effets secondaires graves. Et de la même façon, juste pour donner quelques éléments au passage, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont utilisés pour des maladies assez rares, qui sont composés d'ARN, qui sont administrés dans des quantités infiniment supérieures à celles qui sont administrées sous forme de vaccin, et en plus administrées de façon répétée. Ce sont des patients, par exemple, atteints de maladies génétiques comme les porphyries ou l'amyotrophie spinale, qui reçoivent ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens, mais sur le plan de la structure chimique, c'est la même chose, ce sont des ARN, ou bien ce qu'on appelle des siRNA, enfin, bon, c'est très proche, et ceci se passe avec une bonne tolérance dans l'ensemble. Donc ce sont des éléments qui ne rassurent pas totalement, mais qui doivent être pris en compte dans une vision la plus objective possible à l'égard de ces vaccins ARN. Donc on revient une fois de plus à la question de la communication. Il faut répondre aux craintes qui sont absolument légitimes. Je pense que 50% de la population aujourd'hui exprime des doutes sur la vaccination. Je considère que c'est légitime compte tenu du contexte de grandes nouveautés dans le développement de ces vaccins. Mais notre responsabilité collective, c'est de faire en sorte que l'on réponde à ces hésitations pour que les gens puissent à nouveau réfléchir de façon informée et je le pense dans ce contexte-là, pour beaucoup accepter cette vaccination. Votre seconde question concernait la logistique. Alors, je ne suis pas très armé pour vous répondre sur ces questions parce que je suis juste incompétent et qu'en plus, clairement, ce domaine ne sera pas couvert par notre conseil. Comme vous le savez, je pense, les questions de logistique sont sous la responsabilité de Santé publique France, appuyée par la DGS. Donc, pour toutes ces questions, je me permets humblement de vous suggérer, et la task force qui est également en appui, de vous retourner vers eux. Ce que je peux vous dire, c'est ce que vous savez comme moi, c'est que malheureusement, au moins dans un premier temps, les aspects logistiques sont complexes, puisqu'il faut amener au plus près des patients, des individus que l'on cherche à vacciner, c'est-à-dire aujourd'hui dans des EHPAD, un vaccin qui est très fragile, l'ARN est très fragile, donc il doit être conservé, transporté à moins 70 degrés, qui ne supporte pas plus que quelques heures d'être transporté, indépendamment de la température, qui, une fois qu'il est à 4 degrés, n'est stable que quelques jours. Donc là, derrière tout ça, c'est extrêmement délicat à mettre en place un réseau d'approvisionnement de la quantité adéquate au bon endroit, au bon moment, plus les aiguilles, les seringues. Mais je pense que cette analyse, vous la faites vous-même, mais je ne peux pas personnellement aller plus loin. Ce que je sais, c'est que les équipes des institutions ou des groupes que j'ai cités je peux dire qu'ils travaillent ardemment. J'ai assisté à une réunion, je les ai entendus, ils sont intensément sur cette question, bien évidemment. Alors là, c'est du lourd, hein. Ouf. C'est du très très lourd, puisqu'il est question d'un vaccin en Australie qui a été arrêté, dont les essais ont été immédiatement arrêtés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il rendait positif au test du VIH. Voilà. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a un tout petit bout du VIH dans le vaccin, une petite protéine qui rend les anticorps positifs, mais ça n'a rien à voir avec le VIH, mais bien sûr. Et c'est la même chose pour le virus. Ils mettent un virus, on ne sait pas pourquoi ils ont mis cette partie du virus, du VIH. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Covid-19 ? C'est déjà la première question qu'on doit se poser. En fait, pour résumer la situation, chers amis, franchement, je crois que c'est clair, vous êtes des cobayes, hein, point à la ligne. Nous assistons à la plus grosse expérience médicale illégale de toute l'histoire de l'humanité. Totalement illégale. À côté, les nazis, mais c'est des guignols. Les nazis, c'est des guignols. Ils se sont arrêtés à l'Allemagne, les nazis. Après, un petit peu dans les pays qu'ils ont... C'était européen, voilà. Mais là, c'est mondial, partout. Partout, ils font des essais sur des gens, sur des centaines des millions de personnes. Ils font des essais. Ils font des essais à des milliards d'individus. On va leur injecter des trucs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Personnellement, je suis extrêmement attaché à la communauté européenne. Il y a eu des gestes de solidarité. Par exemple, l'Allemagne a pris en charge des malades français en réanimation qui ne trouvaient plus leur place dans l'Est de la France. On critique souvent l'OMS, pas juste un machin assez bureaucratique.
Mais quand même, l'Organisation mondiale de la santé a fait un certain nombre de préconisations à l'égard de la pandémie, plutôt justes, sur lesquelles les États se sont beaucoup passés de manière générale, malheureusement. This earth right now is for people to keep an open mind, to critically think, and to not be convinced of how certain they are about the information that they've been given. In my understanding of knowledge, there are three ways of knowing things. One is intuition. Two is through what people tell you is true. And three, by you discovering the truth and knowledge on your own, through your own research and through your own experience. We are losing one in three. We are losing our ability to use our intuition, and we are losing our ability to critically think, to discover answers, and to do our own research and have our own experiences. And we are watching a society and a world where the only thing that we know to be true is what our authorities tell us to be true. And so we are externalizing our authority, we are externalizing our power, and we're giving it up to false gods and false prophets who we are trusting to guide us and take care of us properly. But the information doesn't seem consistent with being able to trust all of what they're saying. And so I am asking people to give up their certainty, to be okay with doubt, to be okay with unknown, to be willing to learn things that are either new for them or opposite to what they thought they knew. But don't. Par rapport aux États-Unis, Trump avait promis une enquête fédérale justement entre le lien supposé entre autisme régressif et vaccination justement précoce par le ROR. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? My personal opinion on that is that Trump has realized that there is damage, including autism, from vaccines, and he's seen it directly. And he had very good intentions with bringing that up and making that, exposing that to the public. But I think when he got into office, things were not quite as he expected. And the pressure was probably a lot more intense than he was used to and than he expected. And things have gone a bit silent since then. And it's very disappointing. I'm not completely surprised. The powers that are running the country and the industry are very powerful. Donc les États-Unis se débattent avec une controverse scientifique qui fait rage, la pertinence d'une vaccination anti-varicelle. La France est provisoirement épargnée. Qu'est-ce que vous en pensez? So chickenpox is one of the vaccines on the schedule in the US, and most children are vaccinated against the chickenpox. Most of Europe and most of the rest of the world considers chickenpox very benign, and it is. In fact, I had it myself, and everyone I know my age had it. And, sometimes we need these childhood diseases to stimulate our immune system and keep it going, like gas in a car. And we need these exposures to be able to fight bigger things that come along later in life. And when there's a place for them. But it's a profitable vaccine. And when there's money to be made, pharmaceutical companies don't prioritize health, they prioritize profit. So it is a recommended and now a mandated vaccine in California. It's a great example of how, there are many populations in the world that aren't vaccinated against it at all, and it's not a problem. But when you have a product to sell, then you create fear around that disease so that you can sell the vaccine. And that's exactly what has been happening in the US. And now people 10, 20 years younger than I am fear chickenpox when everybody had it when I was younger, and we had chickenpox parties, and it was a good thing to get, right? Because it keeps your immune system going. It means you're
you're healthy. It's, you know, and now they've turned that into fear so that they can sell the vaccine. Qu'est-ce que vous pensez justement du futur? C'est quoi votre position? Quel est votre avis là-dessus? Pessimiste? We have lost some battles recently, like within Italy and California. But what I see is more and more people waking up every day. And pharmaceutical companies and the governments are really cracking down and trying to mandate vaccines because they see this group of people who is starting to realize that we've all been lied to, and that vaccines are never saved us historically, and they don't create immunity, and they actually cause health damage, which creates pharmaceutical customers. So there are a lot of people waking up to this. And unfortunately, because the pharmaceutical companies have had their plans in place for quite a while, I do think it may get a bit darker before it gets lighter. But there are more and more and more people waking up every day, and more people speaking out, like you being brave enough to cover this subject. And eventually we will reach a tipping point where more people know to question vaccines than just follow blindly. And I do believe there will be a change for the better. It may take 5 or 10 years, and it may get a little harder in the meantime. And I hate that, because I hate to think of all the children that are suffering. But I do believe there is hope. Justement, le mot de la fin, je vais vous le laisser. Il y a des millions, des milliards d'internautes, on espère, qui vont nous voir. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre pour conclure cet entretien? Peut-être un message d'espoir. Well, we definitely, we have a battle ahead of us, and we are losing some of the battles here and there, but there is a lot of small victories and a lot of momentum moving in the right direction. And, you know, as I close my speech today, the pharmaceutical companies have a lot of money and they have a lot of power right now, but we have the voice of truth, and truth cannot be bought, and it cannot be covered up for very long. And in the end, truth is priceless. And so we have that on our side. So eventually there's no way we cannot win. Wendy, merci pour cet échange et ces quelques mots. Et puis nous, on remercie tous les internautes qui nous suivent, qui partagent tous ces soutiens, comme la journée aujourd'hui de la manifestation. Et on remercie également l'hôtel Saxe à Paris qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a permis de faire cette interview. Ouais. Au plaisir. Merci. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Alors c'est ainsi que les choses se passent. Alors c'est là-dedans qu'on doit trouver sa place. Nous sommes toutes et tous les mêmes bons à rien. Nous croyons tout savoir et nous ne voyons rien. Où sont les adultes dont on me parlait quand j'étais petit? Partout où mon regard se pose, je ne vois que de grands enfants. Ça veut décrocher le pompon, avoir un tour gratuit, déguisé en gendarme, en héros ou en truand. Tout ça vouloir devenir calife à la place du calife. Et ceux qui prétendent le contraire sont encore les plus à craindre. Les beaux discours, les slogans, c'est tellement persuasif qu'avec notre soutien ils nous détruisent sans nous contraindre. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. Le troupeau est perdu et le berger est ignoble. Ne rejoignez pas les loups, ne soyez pas leur proie, car le temps est venu de vendanger les vignobles. Que ceux qui m'aiment me suivent, que les autres périssent. Et croyez-moi en navré de mon casse-point d'humilité. Mais si les uns sifflotent quand les autres regardent leurs pieds, c'est parce qu'ils attendent d'ailleurs que vienne le sacrifice. Il n'y aura pas de refrain, les mêmes ont déjà trop tourné. Nous connaissons tous leur miel, nous y avons tous déjà goûté. Les renards s'en saisissent, nous caressent dans le sens du poil, alors même qu'ils brûlent et dévorent nos entrailles. Qu'ils aillent au diable avec leur suffisance butée. On a essayé de les plaindre, on a essayé de les raisonner. Ils ont utilisé notre bonté comme arme d'oppression. Et 77 fois cette fois nous leur avons donné le pardon. Ici c'est Prison Break et nos cellules sont mentales. Appelle-moi Scofield, on suit le plan initial. Crois-moi, moins tu en sais, et mieux ce sera pour toi. Mais fais-moi confiance mon frère, on va sortir de là. Parole de la résistance. Rouge, en direct de la cave.
Et quand on me corps va mourir de discorde, transformé au final seul